Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc moi, Marie-Claire Vilcotte, directrice conseil chez Adimeo. Et donc moi, je suis Éléonore Hugo, je suis consultante digitale chez Adimeo. Je rappelle l'agence Adimeo, donc c'est une agence qui crée des dispositifs digitaux uniques, remarquables et performants. On travaille sur des dispositifs qui vont de la partie conseil jusqu'à la partie studio, en passant par la production et le web marketing. On est vraiment à l'écoute en fait des nouveaux outils, des nouvelles organisations, et on a une démarche vraiment sur mesure à chaque fois qu'on peut, et vraiment centrée sur les usagers. Donc, comme tout à l'heure, on a 4 pôles au sein de l'agence, une partie conseil dont fait partie Éléonore et moi, un studio design et innovation pour tout ce qui est recherche utilisateur, design, prototypage et test, la partie production technique et un gros pôle digital qui va traiter du SEO, du SIA, du content, toutes ces choses, ces mots horribles qui sont un peu difficiles à expliquer. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est ensemble? Aujourd'hui, on lance une première partie en fait sur le sujet du numérique responsable. Aujourd'hui, on va faire le premier galop, c'est plutôt orienté pédagogie sur le numérique responsable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en aura d'autres à la suite, on vous en parlera tout à l'heure. On fait un rapide mise en bouche, je vais dire, en fait, du sujet. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui, j'imagine, ont lu La fin du monde, la grande BD de Jean Covici et Christophe Blain, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui nous met en bouche sur ce que c'est que le dérèglement climatique. Vous avez peut-être hier entendu François Gémen au quotidien sur TMC qui nous a fait un petit coup de Don't Look Up, vraiment. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même comprendre aujourd'hui que vous, entreprise, vous avez vraiment une carte à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on va raconter, c'est une partie en fait des choses qui peuvent être actionnées derrière. Donc, Éléonore, je vais te laisser faire le contexte de ce sujet. Oui, complètement, parce que avant d'aborder le numérique responsable à proprement parler, je vais juste couper ma caméra pour voir si le son s'améliore. Hop. Donc, avant d'aborder la notion de numérique responsable, on voulait rappeler un petit peu les enjeux et en fait le pourquoi du comment ce concept est né. Et en fait, ce concept, il est né en réaction à ce qu'on connaît malheureusement aujourd'hui, à savoir le changement climatique. Et le changement climatique, il a plusieurs facteurs, mais le principal, c'est les gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, le méthane, bref, on se parle de gaz qui sont en fait en grande partie émis par les activités humaines, et notamment qui sont liés à la production d'énergie. Parce que l'énergie, elle a un fort impact carbone, parce qu'elle est majoritairement produite à partir d'énergie fossile. Et avec l'évolution de nos habitudes, la production énergétique de ces dernières décennies, elle a explosé. En 100 ans, on a augmenté notre production d'énergie dans le monde par 8. Donc, c'est assez énorme. Et pour produire de l'énergie, il faut de l'eau, même beaucoup d'eau. Et l'eau utilisée à de nombreuses étapes du cycle de la production d'énergie, et c'est valable pour tous les types d'énergie, donc le nucléaire, le charbon, la géothermie, etc. Donc en fait, en augmentant notre production d'énergie, on augmente aussi notre consommation d'eau. Et on augmente aussi notre consommation des ressources et des matières premières. Donc ça, c'est le dernier point assez important, puisque aujourd'hui, on en consomme tellement qu'il y en a déjà qui s'épuisent aujourd'hui. À titre d'exemple, on compte environ 2/3 des métaux connus sur Terre qui sont utilisés dans l'informatique. Évidemment et malheureusement, le numérique contribue à ce changement climatique. Et donc, avant de passer à ce concept, on voulait partager avec vous quelques chiffres clés. Le qui est assez révélateur, c'est la part d'Internet dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est 4%. Donc, en fait, c'est 50% de plus que les émissions des transports aériens mondiaux. Donc, c'est un chiffre assez marquant. Derrière, on a 3,1 millions d'ordinateurs vendus par an juste en France. Donc, ça fait 8400 ordinateurs par jour qui sont vendus. On a plus de 70 matières premières qui sont nécessaires à la fabrication d'un smartphone, avec évidemment certaines d'entre elles qui sont menacées, voire même qui sont déjà limitées aujourd'hui ou qui se trouvent dans des zones géographiques en conflit.
On a 11 315 pages imprimées par un salarié sur une année. Donc, en fait, ça fait 31 pages par jour et par salarié. En termes d'emails envoyés par jour dans le monde, on en compte 281 milliards. Donc, en fait, en France, en 2021, on a 1,4 milliard d'emails qui sont envoyés par jour. Et dernier chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est celui-là, le plus conséquent, 53 millions de tonnes. C'est le nombre de déchets électroniques dans le monde en 2019. Donc, on a fait le calcul un petit peu pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ça représente plus de 5250 tours Eiffel. Donc, pareil, on est quand même sur un chiffre astronomique qui donne le tournis. Et quand on sait que le numérique a un impact à toutes les étapes de son cycle de vie, de l'extraction de matières premières à la fin de vie d'un appareil, on comprend quand même assez rapidement l'urgence à agir et donc le pourquoi du comment, le concept de numérique responsable est apparu. Alors, c'est vrai que tout ça donne pas mal le vertige, en fait, et c'est vrai qu'on se dit qu'il faut quand même faire quelque chose. Donc là, on va resserrer le débat, déjà pour repartir de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un numérique responsable. Alors, on a une définition qui est plutôt un cadre de travail, en fait. Le numérique responsable, c'est un cadre de pensée politique et d'action qui permet de réconcilier la transition numérique et l'urgence climatique et sociale. Alors, Vincent Courbalet, qui est, c'est le cofondateur et un directeur scientifique, c'est lui qui a fondé l'Institut numérique responsable en 2018. Cet institut a mis en place un label et une charte et aussi un MOOC d'enseignement qui permet d'avoir une certification. C'est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour vous, entreprise, qui peut être intéressant en point de départ, parce que ça explique bien, en fait, comment vous pouvez agir et quelles sont les bases de tout ce qu'on va raconter. Donc, comme le disait Éléonore tout à l'heure, effectivement, le numérique, c'est immatériel par nature, mais n'empêche qu'effectivement, c'est basé que sur des composants physiques. Parce que le consulter, le supporter, le concevoir, tout ça se fait à partir de matériels qui sont soit évidemment des ordinateurs, il y a le cloud avec la partie hébergement, voilà. Donc il y a un impact considérable tant sur l'environnement qu'au niveau social. Et aucun secteur d'activité aujourd'hui n'a eu une incidence aussi systématiquement négative. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. C'est comme tu disais, sur le cycle de vie, du début jusqu'à la fin, c'est un impact. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette phrase de voilà. Il va falloir encadrer ensuite aussi une politique d'action. Parce que c'est vraiment ces deux choses-là qui vont vous permettre aussi d'agir sur la suite. Donc c'est ça qu'on va regarder. Alors, comment ça se passe le numérique responsable, en fait, il y a 3 piliers. Donc évidemment, en anglais, c'est beaucoup plus facile, c'est le People, Profit, Planet. Maintenant, on va parler en français parce qu'on est en France. Et effectivement, les 3 piliers, on va les traduire sur la partie sociétale, la partie économique et la partie environnement. Donc, toute la société, c'est tout ce qui concerne les hommes, avec les besoins en santé, éducation, habitat. L'économie, évidemment, c'est la partie profit pour vraiment créer les richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Bien qu'on se dise, est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui d'améliorer ces conditions de vie vu ce qu'on a aujourd'hui, voilà, donc c'est jouer sur ces 2 points qui entre les deux, qui sont l'équitable. Ensuite, il y a évidemment l'environnement, la planète, qui est la plus importante, parce que c'est vrai que sans la planète, on ne va pas faire grand-chose. Donc, préserver la diversité des espèces et des ressources, évidemment que c'est important. Voilà, donc on a ce trio. À chaque fois, il y a un trio de valeurs qui sont assujettis à tout ça, avec une notion fondamentale qui est la durabilité, qui va nous permettre de tirer le fil de cette pelote de numérique responsable. Et pour rebondir, Marie-Claire, sur ce que tu dis, le côté environnement est souvent celui qu'on cite le plus. Et c'est vrai qu'on a ces deux côtés, société et économie, qui sont aussi très importants. Je dirais même aussi importants que l'environnement. Tout à fait. Alors, comment ça se passe si on va un peu plus dans le détail, en fait, et on va expliquer après en détail un peu plus, mais la démarche, en fait, qui vise à réduire l'empreinte écologique, elle a 5 leviers, en fait. Il y a 5 leviers qui sont concomitants les uns aux autres, en fait. Donc, on les détaille là et on va rentrer un peu plus dans le détail dans notre chapitre suivant, mais il y a une partie optimisée. Donc, optimiser, c'est limiter les impacts et la consommation. Parce que le numérique est un acteur majeur d'émissions, comme tu le disais tout à l'heure, Éléonore, sur les gaz à effet de serre, l'épuisement des ressources, l'affaiblissement de la biodiversité. Tout ça, en fait,
Le premier levier, c'est optimiser ces outils numériques pour limiter les impacts. Ensuite, offrir des services. Ça, c'est travailler sur le côté inclusivité et durabilité dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a un travail à faire aussi là-dessus, qui concomitant au troisième point, qui est de mettre en pratique. C'est ça. C'est rendre éthique et responsable. En fait, c'est parce que effectivement, là, c'est un point un peu plus sioux, parce que ça va concerner l'organisation même des entreprises. En fait, c'est un levier qui va vraiment travailler là-dessus, qui fait pont avec la favorisation de la résilience des organisations. On va vous expliquer un peu plus, parce que ça, c'est la transition vers un numérique responsable. Et le dernier point, c'est permettre l'émergence de nouveaux comportements, parce que tout ça, c'est important de le mettre dans un contexte qui est, on agit aujourd'hui, mais pour demain. Et il ne faut pas se couper de l'innovation, en fait. La recherche et le développement, elle est toujours importante pour remettre en cause de ce qu'on a fait avant et se dire, aller quand même vers d'autres moyens qui vont prendre en compte, en fait, ces besoins-là, et qui vont aller au-delà. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on prendra un moment à la fin pour répondre, mais n'hésitez pas, surtout. Et donc, là, on va aller un cran plus loin, justement, pour se parler des leviers d'action que nous offre le numérique responsable par rapport, justement, aux 5 leviers que vient de nous présenter Marie-Claire. Le premier levier, c'est le plus évident, j'allais dire, c'est de limiter les impacts et la consommation. Donc, limiter les impacts et la consommation, ça passe notamment par des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a quand même des fournisseurs, par exemple, qui ont été recensés par l'ADEME, si ça vous intéresse. Donc, on peut, dès cette étape de fournisseurs, déjà commencer à s'orienter sur les énergies renouvelables. Penser également à prolonger la durée de vie des équipements, donc favoriser la réparation plutôt que de jeter, en fait, tout simplement. Avoir une conception responsable des services, donc ça, Marie-Claire va vous en dire un peu plus juste après. Prendre en compte le cycle de vie des équipements, donc le cycle de vie de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie, donc bien se dire qu'en fait, on peut agir sur toutes ces étapes. Et dernier point, favoriser le réemploi, l'achat d'outils recyclés et les achats responsables, donc un pan un petit peu à part de la RSE aussi. Alors, l'accessibilité, l'inclusivité, la durabilité, les 3 U, utile, utilisable, utilisé. En fait, c'est un point très important. Alors, par exemple, chez Dimeo, c'est un sujet qui nous paraît tellement anodin, parce que c'est vrai que là, chaque fois qu'on travaille, on essaye d'être vraiment dans cette démarche d'avoir des dispositifs qui soient utiles pour les usagers, utiles pour vos clients, utiles pour toutes les personnes qui vont avoir un besoin. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est travailler en co-conception avec les personnes qui doivent concevoir un service, et aussi donc avec les usagers finaux qui vont utiliser ce service. Donc c'est être vraiment sur l'utilité. L'utilisable, c'est le fait de l'inclusivité et de l'accessibilité. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on est très très attentif. Nous, c'est de faire à la fois que les sujets soient lisibles, qu'ils soient compréhensibles, écrits en français, et essayer d'éviter de jargonner, mais même nous, à notre niveau, vraiment essayer d'être très très simple. Et ensuite, après, de produire, de concevoir et de produire des outils qui prennent en compte toutes les problématiques, y compris les handicaps. La partie utilisée, en fait, ça, c'est un point qui est important. Donc, ça peut être évidemment à un niveau un peu haut, c'est peut-être fermer un site qui ne sert à rien, fermer un serveur Internet un serveur d'hébergement qui ne sert à rien. Ça peut être aussi dans le travail qu'on fait quand on travaille sur de rassembler les dispositifs, de faire en sorte de n'avoir qu'un seul site qui va répondre au lieu d'en faire 3-4 parce qu'on se dit que machin doit avoir un site qui répond à sa demande et bidule un autre qui n'est pas conçu de la même manière. Non, il faut essayer faut mettre du bon sens en fait. Cette slide-là, elle est importante parce que c'est vraiment avoir du bon sens et le mettre, travailler à bon escient. Voilà. Le troisième levier, donc rendre éthique et responsable. Le premier point, c'est la protection des données, évidemment, et c'est entre autres la bataille que mène la CNIL contre Google Analytics. La politique RSE que j'ai citée juste avant, donc le fait de pouvoir sensibiliser ses collaborateurs et mettre en place des outils qui vont pouvoir faciliter l'action,
quand on veut mettre en place ce genre de politique, la clé du succès, elle réside là-dedans, dans le fait de pouvoir embarquer tout le monde, parce que seul, clairement, on n'y arrivera pas. Le troisième point, c'est de valoriser l'humain, la valorisation sociale. Et le dernier point, c'est de veiller à l'éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas faire un cours sur ce que c'est que l'éthique algorithmique que la CNIL décrit très bien, mais juste un exemple. Je pense que ça vous est déjà arrivé. D'ailleurs, Marie-Claire, je ne sais pas d'ailleurs si ça t'est arrivé. Moi, ça m'arrive assez souvent de discuter avec quelqu'un, d'avoir mon portable posé à côté de moi, de parler d'une marque ou d'un produit quelconque que j'ai pas forcément regardé sur Internet avant. Et d'un seul coup, je vais sur Instagram et surprise, je me retrouve avec une pub du produit dont je viens de parler. Et ben, on est typiquement dans le sujet de l'éthique algorithmique ou de la non-éthique, pour le coup, sur cet exemple. Donc ça, c'est vraiment un sujet à travailler parce que ça, c'est vraiment terrible. Effectivement. Alors, Pardon, excusez-moi. Alors, le quatrième point, favoriser la résilience des organisations. La résilience, j'imagine que vous savez peut-être ce que c'est, hein, c'est la capacité à survivre des périodes difficiles. Boris Cyrulnik a écrit beaucoup de livres sur ce sujet, donc c'est un terme normalement dont on a l'habitude, mais quand on parle de la résilience des organisations, ça veut dire quoi? C'est aussi une capacité à survivre à des périodes difficiles, pareil, hein, et l'organisation, quand on l'applique à l'organisation, cette résilience, c'est un concept qui s'appuie sur des disciplines de gestion, en fait. Hein. Donc, par exemple, pour une entreprise, ça peut être la gestion des urgences, la gestion de la crise, une continuité d'activité en raison d'une crise éventuelle. Voilà, tout ça, c'est des disciplines qui sont liées à cette résilience, enfin, à cette organisation. Et les technologies de l'information et de la communication, évidemment, ça fait partie de cette liste de leviers. Donc, comment ça se passe, en fait? Sur ce point, ça se passe que des normes, en fait, ça veut dire on met en place des normes communes qui vont parler à tout le monde, qui vont répondre à une connaissance commune, pardon. Et le but sur les techniques de communication, les technologies de l'information, ça veut dire que c'est pour collecter, rassembler, analyser tout ce qui est données et des indicateurs qu'on a choisis. Ensuite, une démarche collaborative, donc c'est pareil, un peu comme je disais tout à l'heure sur la partie co-conception, ça veut dire qu'effectivement, on va concevoir et évaluer les services numériques en adéquation avec les besoins dans une démarche collaborative avec chacun et rester innovant, évidemment, sur les nouveaux outils, parce que ça fait partie de regarder un peu plus loin. Rebondir sur ce que tu viens de dire, Marie-Claire, sur voilà, le fait d'engager aussi la résilience des organisations. C'est aussi ce qui arrive beaucoup aujourd'hui sur les marchés publics, d'avoir voilà, un règlement spécifique où on va questionner justement ces partenaires sur l'engagement qu'ils ont aujourd'hui dans l'environnement, dans l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Et donc, le dernier levier qui est à notre portée pour agir, c'est permettre l'émergence de nouveaux comportements et de valeurs. Et cette émergence, on peut l'initier à travers, entre autres, la valorisation des initiatives individuelles, la mise en place d'indicateurs, ça c'est hyper important parce que si on n'est pas en place, on va pas pouvoir mesurer concrètement l'impact de nos actions. Aussi de sensibilisation, c'est très important. Le fait de rationaliser les procédures, l'innovation sociale et l'engagement et l'expertise. Donc, ne pas hésiter à aller se renseigner, j'allais dire, auprès des experts, comme l'INR, par exemple, que citait tout à l'heure Marie-Claire, donc l'Institut du numérique responsable. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, comment on fait, en fait? Parce que c'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 champs d'application. En fait, on peut les classer en 4 champs qui sont eux-mêmes, ces 4 champs, organisés en 2 grandes familles. Il y a une famille qui est vraiment liée à l'entreprise et une famille qui est vraiment liée à l'humain, en fait. Donc, la façon dont on peut mettre en place une politique numérique responsable, c'est déjà éventuellement travailler par étapes. On peut déjà travailler, par exemple, au niveau de l'entreprise en évitant en rationalisant les achats, par exemple, en essayant de calculer son empreinte environnementale avec les outils qui sont à disposition par l'INR, favoriser le télétravail, par exemple. Ça, c'est des choses que nous, on a mis en place au sein d'Adimeo, justement, dans ce but-là aussi.
toutes les choses qui sont sur adapter des pratiques internes externes de tri, sur les côtés imprimantes, aussi de moins d'imprimer vraiment, aussi de solliciter, aussi avec les clients aussi, c'est ce qu'on fait éventuellement, on leur demande aussi, pareil, de ne pas imprimer forcément tout ce qu'on peut faire, qu'il y a une autre manière de considérer. Voilà, donc il y a la partie entreprise, et ensuite, sur la partie humaine, travailler sur l'humain, donc c'est améliorer les conditions sociales, par exemple, permettre l'accès à l'information pour des personnes qui sont en situation de handicap, c'est aider aussi les salariés sur leur santé, dans des actions de prévention communes qui peuvent se faire à l'intérieur de l'entreprise, aider à la création d'emplois dans le reconditionnement matériel quand il y a vraiment une pertinence par rapport à votre domaine d'activité. C'est aussi mettre en place une politique peut-être avec les prestataires, les partenaires qu'on peut avoir pour être en résonance sur nous, ce qu'on fait, et vous, ce que vous faites, et éventuellement aussi, c'est des choses, comme tu disais, qui sont importantes dans les achats publics. Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent être actionnées. Il faut choisir ses combats et on peut y aller par étapes. L'important, c'est vraiment déjà de se dire, ok, je vais commencer, je vais faire un groupe de travail, je vais peut-être choisir des indicateurs, mettre en place. Ça, c'est ensuite la façon, nous, dont on travaille, et on peut vous aider aussi là-dessus, c'est comment on peut vous aider, en fait. Donc, nous, la façon dont on prend le sujet, alors c'est un sujet assez haut, hein, le prochain webinaire sera beaucoup plus concret sur la partie digitale. Il y a des impacts sur des écosystèmes digitaux, mais la façon dont on travaille, ça va être d'auditer, analyser, cartographier en fait la situation que vous avez chez vous et mettre en place une stratégie, de définir peut-être, donc ça se fait aussi en collaboration, pour vraiment définir quelles sont les forces vives chez vous, quelles sont les personnes qui sont aptes à vous aider, et ensuite faire un groupe de travail, ensuite se dire, OK, on va déjà commencer sur ce chantier-là, un chantier humain, on va mettre en place telle et telle chose, ensuite ça peut être un chantier qui va plus être lié à l'entreprise en elle-même. Voilà, donc tout ça, ça définit on va définir des indicateurs. Et ensuite, c'est quels sont les moyens qu'on met en face. Donc, ça va passer par quelle est la méthodologie, comment je suis dans le temps ce qui se passe, comment je suis les indicateurs que j'ai positionnés, est-ce que j'affecte un budget ou pas, parce que c'est une question aussi à se dire, s'il y a des choses qui peuvent impacter budgétairement l'entreprise. Donc, c'est important de regarder précisément point par point là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut agir à vos côtés. On n'est pas évidemment les plus experts, il faut le savoir. Enfin, voilà, on est quand même, nous, plus dans la partie conception de dispositifs digitales. Mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on est de plus en plus sachant parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui et qu'on est très, très concerné sur ce sujet toute la journée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a été clair? En tout cas, sachez que le 2 juin, donc dans une quinzaine de jours, il y a un deuxième webinaire sur l'éco-conception, donc toutes les bonnes pratiques pour réussir un projet digital et diminuer l'empreinte environnementale de ce projet digital. Donc là, c'est deux autres intervenants de l'agence qui vont vous raconter tout ça. Une personne qui est UX à l'agence et une personne qui est technique. Donc vous aurez les deux pendant en miroir sur ce sujet. On vous remercie. Passez une bonne journée et puis écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet, si vous avez des questions. On va vous envoyer un mail après notre webinaire pour vous envoyer la présentation. Je regarde s'il y a des questions. Oui, effectivement, l'ouvrage de Courbolet est vraiment très très bien. La source pour les chiffres clés l'IMR, tout à fait, oui. J'ai l'impression qu'on avait vraiment des problèmes de son. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Une question étant donné que les travail mis en place, c'était des études de chiffres. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore assez de données, en fait. C'est des choses qui arrivent. En fait, il y a quand même pas mal de données qui sont sorties par rapport à
suite à la pandémie, en fait, où effectivement le télétravail a été mis en urgence. C'est pas forcément des études qui sont qualitatives pour nous, parce que comme ça a été mis en urgence, il y a eu beaucoup de dépenses informatiques qui ont été faites pour équiper les gens avec du matériel informatique, des imprimantes, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément ça que nous on va regarder en indicateur. En fait, il faut avoir un petit peu plus de recul, et pour le coup, on n'en a pas encore vraiment. Et pour rebondir, quelque chose qui peut être intéressant à regarder justement, c'est la calculatrice qui est publiée par l'INR, qui est en accès gratuit, qui en fait permet justement de calculer par exemple son empreinte par rapport à ses trajets, etc. Donc on peut à l'échelle individuelle déjà savoir un petit peu justement le avant-après, en tout cas en termes de déplacement par exemple, quels sont les chiffres de consommation et de non-consommation, j'allais dire. Voilà. Écoutez, merci à tous, bonne journée et on espère à très vite. Merci. Au revoir.